Je ne serai pas contre, moi je ne suis pas contre les vaccins, mais je dis que chacun a le droit de choisir sa vie et que dans la mesure où un non-vacciné ne peut pas contaminer un vacciné si le vaccin est efficace, je ne vois pas pourquoi on oblige celui qui n'a pas envie de se vacciner de se faire vacciner. On a utilisé les médias, la parole présidentielle, les masses médias, les médias de masse, pour agir sur le psychisme d'une population. On porte atteinte aux libertés, qui sont quand même aussi essentielles que la santé, au nom du bénéfice d'un vaccin dont le bénéfice est incertain. Moi, je pense que c'est une mesure illégale, anticonstitutionnelle. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Et aujourd'hui, on va parler du pass sanitaire. Ouais. Et samedi dernier, le 17 juillet, en fait, il y a beaucoup de Français, vaccinés ou non vaccinés, sont descendus dans la rue pour dire non au pass sanitaire, pour défendre leur liberté. Et quel est votre avis? Écoutez, moi j'ai une position qui est très claire, qui est parfois mal comprise du reste, mais ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas hostile, par principe, au vaccin. Je ne suis pas un anti-vax. Mais je considère que tout le monde a le droit de se faire vacciner, comme tout le monde a le droit de ne pas se faire vacciner. Je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse imposer à un corps libre un vaccin, alors même que les vaccins qui sont sur le marché sont là à titre conditionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu la certification de leur absolue innocuité et qu'ensuite ils sont en phase 3 d'expérimentation, ce qui est donc quand même très aléatoire. Alors, je considère qu'on ne peut pas obliger les Françaises et les Français à se vacciner, alors même qu'on n'est pas dans une vaccination dont la certification absolue est faite. On ne peut pas faire prendre un risque, fût-il même, comme le disent les partisans acharnés, agressifs même du vaccin, fût-il un risque qui ne serait pas, comment pourrais-je dire, qui ne serait pas aussi grave que le virus, ce que l'on ne sait pas entre nous. Donc je considère, si vous voulez, pour faire simple, que chacun est libre de faire ce qu'il veut et de prendre ses risques. D'autant plus que, petite observation et après je vous redonne la parole, si ce vaccin protège réellement, pourquoi craindre la promiscuité éventuelle, avec le respect des gestes barrières, bien évidemment, des hommes ou des femmes qui ne seraient pas vaccinés? Je n'arrive pas à comprendre. Si le vaccin protège, pourquoi craindre une contamination? Il n'y a que si le vaccin ne protège pas que l'on peut craindre une contamination. Alors, cette contradiction, les acharnés du vaccin n'en sortent pas. Et c'est quand même complètement contradictoire. En effet, il y a beaucoup de monde qui sont contre le pass sanitaire. Pour eux, ce n'est pas le vaccin lui-même qui pose problème. C'est cette coercition du gouvernement qui leur gêne. Mais bien évidemment, ce n'est pas on ne s'insurge pas contre les vaccins. On s'insurge contre un gouvernement qui met en place, à l'intérieur même du pays, un passeport sans lequel on ne pourra pas vivre, sans lequel on ne pourra pas accomplir des gestes nécessaires de la respiration sociale, alors même que ce gouvernement a détruit la confiance qu'on aurait pu avoir en lui en mentant sur la pandémie au tout début, par exemple, en nous disant que c'était une grippette, et puis en nous disant que les masques n'étaient pas utiles, pour après nous dire qu'ils étaient indispensables, pour nous dire maintenant que ce n'est plus nécessaire, et puis pour nous redire maintenant qu'il faudra peut-être les remettre. Le gouvernement qui nous a menti sur le matériel dans les hôpitaux. Les soignants n'avaient pas de blouse, ils s'équipaient avec des sacs en plastique. Le gouvernement qui nous a menti sur l'arrivée des doses vaccinales.
puisque les vaccinodromes, à un moment donné, n'ont même pas été capables de recevoir les vaccins nécessaires. Enfin, le gouvernement qui a menti sur les promesses que l'hôpital serait doté en lits de réanimation, ce qui n'a pas été le cas. Ce sont des faits, ça. Et puis on a quand même la déclaration de l'énorme ministre de la Justice qui a dit jamais je n'accepterai que l'on oblige les détenus à se faire vacciner. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. C'est une question de dignité, non? Parce qu'ils ne sont pas des cobayes. Enfin, quand même, cette phrase, elle a été prononcée. Alors, pourquoi le ministre de la Justice veut-il éviter que les détenus soient des cobayes, alors que les hommes et les femmes libres, qui ne le sont plus, pourraient le devenir? C'est quand même tout à fait contradictoire. Et puis, on avait la promesse de M. Véran qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. On avait la promesse du président de la République qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Et maintenant, comme au temps de Jean Valjean, au temps des misérables, puisque Jean Valjean avait le passeport jaune des forçats qu'il fallait présenter dans chaque ville où il arrivait, on est nous aussi dotés de ce document qui va permettre à n'importe quel citoyen qui n'a pas la qualité de contrôler une identité, de savoir où on est, d'avoir une adresse, mais enfin on se livre quand même pieds et poings liés à l'incertitude de l'honnêteté de la personne qui va contrôler ce passeport sanitaire. Moi, je suis très inquiet. Je ne l'utiliserai pas, mon passeport sanitaire. Moi. Bon, je n'en ferai jamais usage. Jamais par solidarité avec les personnes qui luttent contre le pass sanitaire, même si je me suis fait vacciner par contrainte morale, en quelque sorte. Je le regrette. Je n'utiliserai pas le pass sanitaire. Parce que je n'ai pas envie qu'on connaisse mon adresse, on connaisse mes allées et venues. Bon, voilà. Et du reste, le défenseur des droits attire l'attention du gouvernement sur cet aspect non seulement liberticide, mais dangereux, de devoir livrer son identité à n'importe qui. Enfin, jusqu'à présent, seuls les officiers de police judiciaire, les policiers, les contrôleurs assermentés pouvaient recueillir votre identité, mais pas n'importe quel kidam. Donc ça devient particulièrement grave du point de vue de la protection des libertés, me semble-t-il. Et en tant qu'avocat, justement, est-ce que ce pass sanitaire généralisé est légal? Alors, bon, vous avez vu que le Conseil d'État a décidé que ces mesures était légalement acceptable. Il faut préciser quand même que le rapporteur du Conseil d'État avait été candidat pour La République En Marche, bon, ce qui à mes yeux constitue un acte d'incompatibilité, voire même un conflit d'intérêts. Mais là, tout le monde s'en fout, c'est comme les 300 000 € que le ministre de la Justice a oublié de déclarer, c'est d'après la haute autorité pour la transparence, c'est pas grave. Bon, que nous, on oublie un centime, vous verrez un peu les emmerdements qu'on aura. Bon, mais c'est comme ça la France aujourd'hui. Hein. Et c'est vraiment très dommage. Moi, je pense que c'est une mesure illégale, anticonstitutionnelle, parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, elle porte atteinte à l'intimité de la vie privée, dans la mesure où vous êtes obligé de vous signaler si vous allez dans un musée, si vous allez dans un restaurant, si vous allez dans une grande surface, où il y a un nombre déterminé de personnes. Donc, vous n'avez plus de vie privée. Il y a donc une atteinte d'abord à la liberté d'aller et venir, parce que si vous n'avez pas ce passeport, vous ne pouvez pas circuler, vous ne pouvez pas aller dans certains lieux, vous devez vous signaler, donc on est dans la grande surveillance et votre intimité n'est plus respectée. Voilà. Il y a donc des atteintes graves aux libertés fondamentales qui ne sont pas, à mon avis, contrebalancées
et là c'est la fameuse règle de la proportionnalité, hein, par les avantages que le vaccin pourrait procurer. Parce que ce vaccin, qui n'en est pas un, il faut le rappeler, qui peut avoir des effets peut-être bénéfiques, nous fait jouer une espèce de roulette d'incertitude vaccinale, puisqu'on nous dit qu'il peut y avoir des effets secondaires, puisqu'on nous dit aussi qu'on n'est pas, que le vaccin n'immunise pas. Donc, on prend des, si vous voulez, on porte atteinte aux libertés, qui sont quand même aussi essentielles que la santé, hein, au nom du bénéfice d'un vaccin dont le bénéfice est incertain. Donc, selon vous, il y a quand même quelque chose à faire sur le terrain juridique. Il y a le Conseil constitutionnel qui va être saisi, mais vous savez, il est composé de 9 membres qui ne sont pas élus, qui sont nommés. On peut mettre son espoir dans le Conseil constitutionnel, mais il y a une telle soumission aujourd'hui que l'on peut vraiment s'inquiéter. Je n'arrive pas à comprendre, Alors qu'en Israël, où la vaccination a eu lieu d'une façon massive, il y a beaucoup d'hospitalisations de cas graves chez les vaccinés, plus que chez les non-vaccinés. Alors qu'à Gibraltar, où la population a été vaccinée, il y a un incendie épidémique, alors que l'Allemagne n'a pas décidé d'imposer le passeport sanitaire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un tel acharnement à l'imposer. Voilà, et je me pose la question de l'influence des lobbies. Moi, j'aimerais par exemple que toute personne qui prend parti pour les vaccins, même sur une chaîne de télé, dise je n'ai aucun lien avec les laboratoires. Voilà, parce que quand même, que ce soit quand même deux laboratoires dont je ne dirai pas les noms, mais qui ont fait des vaccins, ont eu des amendes très très lourdes pour des faits de mauvais comportement aux États-Unis. Hein. Ça s'est traduit en amende colossale. Hein. Bon, parce que deux laboratoires qui ont mis sur le marché des vaccins avaient eu des comportements de malhonnêteté, hein, sur la vérité médicale, sur la corruption du monde de la santé. Bon, donc, on peut aussi s'inquiéter. Voilà. Moi, je ne suis pas complotiste, hein, parce que dans complotiste, il y a aussi le mot con. Mais je dis qu'on a le droit d'être raisonnable, de faire preuve de bon sens. On n'est pas obligé d'obéir comme les moutons de Panurge. Justement, tout à l'heure, là, vous avez parlé, je vais d'abord citer une phrase de Macron. Il a dit que nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Mais non, mais c'est tellement faux ce qu'il dit, c'est que dans quelques heures, le Premier ministre va s'expliquer sur l'état de la situation et à mon avis, des mesures vont être prises malgré le vaccin. Ces vaccins sont en phase expérimentale. S'ils avaient atteint toutes les phases expérimentales, si on avait la certitude de leur innocuité, qui exige quand même un recul qu'on n'a pas, je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre, moi je ne suis pas contre les vaccins, mais je dis que chacun a le droit de choisir sa vie et que dans la mesure où un non-vacciné ne peut pas contaminer un vacciné si le vaccin est efficace, je ne vois pas pourquoi on oblige celui qui n'a pas envie de se vacciner de se faire vacciner. Justement, j'aimerais partager certains chiffres avec vous pour lancer une réflexion. En fait, je vais vous comparer les chiffres entre le Japon et la France. Et là, oui, vous n'avez pas le schéma devant vous, mais je vais vous expliquer. Par exemple, au Japon, la population au Japon est double, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en France. Et le taux de vaccination est 2 fois moins qu'en France. Ben voilà. Oui. Et le nombre de cas et le nombre de décès est 7 fois moins qu'en France. Oui, ben voilà la démonstration. Mais vous savez, on peut se livrer à des duels légendaires à coups de sabre statistique. Chacun ira de sa statistique. Mais ce que vous dites, c'est vérifié au Japon. C'est des chiffres officiels. Voilà, des chiffres officiels. Mais le problème, si vous voulez, c'est que on a affaire à des idéologues de la vaccination qui ne tiennent aucun compte de ces données et qui veulent présenter comme des assassins quasiment, des contaminateurs assassins,
celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est ça qui pose problème. J'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas aborder cette question d'une manière scientifique et apaisée. Les chiffres que vous donnez, ils sont officiels, ils ne sont pas contestables. Eh bien, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? C'est de l'idéologie? C'est l'effet des lobbies? C'est la volonté d'utiliser la pandémie pour mettre une société sous surveillance? Qu'est-ce que ça cache? Les atteintes aux libertés, vous savez, elles sont toujours faites au nom des grands principes. On n'a jamais vu un tyran dire qu'il était tyran. On n'a jamais vu un gouvernement liberticide dire qu'il était liberticide. Hein. Rappelez-vous quand même que le journal le plus menteur de toute l'histoire de la presse, la Pravda, s'appelait La Vérité. Hein. D'accord? Ouais. Mais d'après vous, pourquoi il y a un tel changement? C'est-à-dire avant, Macron, il a dit à plusieurs reprises, il dit que je ne rendrai jamais la vaccination obligatoire. Et pourquoi maintenant il y a un tel changement radical et urgent? Moi, je crois qu'on a affaire à une grande rhétorique de propagande. Je vais vous donner mon avis, qu'on peut soumettre à la critique. Je ne prétends pas avoir raison, je donne une opinion. J'ai l'impression que ce gouvernement ne maîtrise pas la pandémie. Parce que c'est un gouvernement d'amateurs. Ce n'est pas un gouvernement d'hommes d'État. Les uns viennent de la fonction publique avec des carrières compliquées, les autres ont des vies dans le showbiz. Le ministre de la Justice, par exemple, il a été un avocat connu, il a fait du théâtre, il est arrivé en politique comme on entre au bistrot. Bon, tous ces gens sont des amateurs. Et ils sentent bien que la pandémie va revenir. Il faut un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ce sera le non-vacciné. Voilà. Si la pandémie repart, c'est parce qu'il y a 10, 15, 20, 25, 30% de la population qui n'est pas vaccinée. Ils sont en train de construire d'une manière rhétorique, propagandiste, le bouc émissaire qui portera l'échec de leur politique. Et ce bouc émissaire, ce sera le non-vacciné. Vous allez voir, dans peu de temps, si la pandémie qu'on nous annonce comme revenant, c'est maintenant quasiment dit puisqu'on parle de 4e vague, si la pandémie frappe, le coupable, ce sera le non-vacciné. On prend les paris, sinistres paris, mais on les prend. En même temps, il y a d'autres chiffres intéressants. Selon les chiffres officiels des médias mainstream, l'annonce de Macron a connu un succès. La semaine dernière, plus de 3,7 millions de réservations sur Doctolib. Et le 16 juillet, plus de 860 000 injections ont été réalisées. Donc pour eux, c'est vraiment un succès. Il y a beaucoup de Français ont répondu à l'appel de Macron. Ah oui, mais Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, vous savez, celui qu'on voit dans les boîtes de nuit sans remonter le moral, hein, et qui met le genou à terre et qui critique les policiers, l'a dit, les Français avaient besoin d'un petit coup de pression. Il a dit, hein, je cite son expression, dans laquelle il y avait le mot pression. Eh bien, les Français ont subi une pression et elle a marché. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ne plus pouvoir vivre. Mais dans quel pays libre on fait pression sur le mental des citoyens? Quand même, l'aveu de Castaner est effrayant. C'est le viol des foules. Il admet cette espèce de benet sans même s'en rendre compte, un benet oui, sans même s'en rendre compte que le gouvernement a exercé une pression. Elle a marché, oui, mais c'est pas la liberté, ça. Et on voit bien que les Français aussi attendaient peut-être ce petit coup de pression, et les demandes de rendez-vous hier et dans les jours qui viennent, je n'en doute pas, seront la démonstration que tout le monde a conscience que la solution, c'est le vaccin. On a utilisé les médias, la parole présidentielle, les masses médias, les médias de masse, pour agir
sur le psychisme d'une population. Ça en dit long, cet aveu du ministre de l'Intérieur qui parle sans même se rendre compte de l'importance des mots, qui parle de pression. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils n'ont pas la maîtrise des mots, Jacques Lacan, le grand psychanalyste, disait de l'homme, il est un par-lettre. Un par-lettre. Et que le langage est tout. C'est vrai. Mais c'est vrai. Quand on a un ministre de l'Intérieur, ancien ministre de l'Intérieur, qui dit comme ça, sans même s'en rendre compte, d'une voix molle, hein, avec quelque chose de vulgaire même dans le ton, on a fait une petite pression. Tout le monde aurait dû s'indigner, quoi. Bon, depuis quand on peut faire pression sur un peuple? Surtout quand la pression a pour but de porter atteinte aux libertés, de choisir. On a fait pression sur la liberté de choix. Comme vous dites, le gouvernement est fier de leurs mesures et le résultat. Et est-ce qu'il écoutera l'autre partie des populations qui est contre ce pass sanitaire? Mais on a réussi. D'abord, il y a une grande partie des gens qui sont fait vacciner et qui le regrettent, hein, comme moi par exemple. Hein. Mais je l'ai fait par souci de pouvoir vivre dans mes activités librement, mais je ne l'utiliserai pas, mon passeport sanitaire, parce que je n'ai pas envie de violer mes propres libertés, voilà, par contrainte. Hein. Mais il y a beaucoup, maintenant les Français sont divisés, hein. Il y a d'un côté les vaccinés, de l'autre ceux qui le sont et qui ne veulent pas utiliser leur passeport. Il y en a, j'ai vu des tweets de gens qui disaient je suis vacciné, mais je ne veux pas utiliser mon passeport, et d'autres qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà, ce gouvernement crée le conflit. Il crée le conflit. Alors, pourquoi est-ce qu'il cherche à se maintenir dans le conflit? Est-ce qu'il cherche à provoquer des réactions qui lui permettront de durcir le ton? On l'a vu quand il y a eu l'affaire des Gilets jaunes. Hein. Ça a été un gouvernement qui a été effroyablement violent. Le monde entier s'en est ému, du reste. Donc on peut se demander aussi ce que cache cette espèce de volonté de diviser les Français. Mais en ce moment, justement, il y a des débats parlementaires. Et comment vous prévoyez le résultat des débats parlementaires? Oh, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Vu qu'on a une majorité qui est complètement soumise, ils votent tout ce qu'on leur demande de voter. On leur demanderait de voter leur abolition, ils la voteraient. Bon. Mais ce qui est quand même extraordinaire, remarquez une chose, c'est que le président de l'Assemblée nationale, qui veut que l'Assemblée vote le pass, est contre le pass sanitaire pour les députés. Il ne veut pas qu'on instaure le pass sanitaire au Parlement, au motif que ça ne serait pas constitutionnel. Parce qu'un député doit pouvoir entrer à l'Assemblée. Ah bon? Mais si le virus est un danger, on peut l'assimiler à un poignard, à un couteau. Je n'imagine pas qu'on laisserait entrer un député avec un poignard ou un couteau. Non, on l'empêcherait d'entrer. Alors là aussi, hein, bon, la contradiction, elle est phénoménale. Et puis alors, utiliser, vous voyez, chaque fois, on utilise les grands principes. Hein. Le président de l'Assemblée nationale, pour s'opposer au pass sanitaire dans l'Assemblée, c'est les grands principes. On ne peut pas empêcher un député d'entrer dans l'Assemblée. Mais si le virus est dangereux, vraiment, on laisse entrer quelqu'un alors qu'il y aura un poignard? Vous voyez la contradiction? Mais ce sont des menteurs, bien évidemment. Et leurs mensonges, on le voit dans les contradictions de leur comportement. Voilà. Mais dans ce cas-là, d'après vous, une fois cette loi adoptée, quel est l'avenir de la France? La France, de toute façon, son avenir, il est déjà bien compromis. Hein. Elle est dans un état financier dramatique. Elle est dans un état mental calamiteux. Les relations humaines sont très tendues, très agressives.
la parole politique a atteint un niveau de discrédit qui est absolu, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, on a les archives sonores et médiatiques, et on voit que ce que l'on disait il y a un mois ou deux, on ne le dit plus aujourd'hui. Et tout cela crée un sentiment de rejet de la parole publique. Donc la France va très mal et je suis très inquiet pour l'avenir du pays. Vous pensez qu'il y aura une résistance et que cela va durer? Je pense qu'il va y avoir une résistance et que cela va durer, oui. Je pense, parce que là on touche aux libertés. Et je crois que le président de la République ne connaît pas l'histoire de France, j'ai l'impression. Vous savez, Henri Amouroux disait que les Français aiment la guerre civile, même verbale, ajoutait-il. Pourquoi attiser cette propension qu'auraient les Français? Et c'est ce que fait le gouvernement de M. Macron. Et vous pensez qu'il y a possibilité de ce changement, peut-être, de changement de décision? Pas du tout. Tout peut arriver. Et comme c'est un pouvoir atmosphérique, je dis bien un pouvoir atmosphérique, et qu'il obéit d'abord au lobby et ensuite à l'impression qu'il a de ce que l'opinion publique peut exiger, il peut temporairement reculer, mais il reviendra à la charge. Parce qu'on a affaire à des amateurs, mais qui sont technocrates. Des amateurs en politique au sens noble du terme, mais qui sont des technocrates. Voilà, je suis heureux d'avoir pu dialoguer avec vous. Juste une phrase. En fait, il y a une dame qui m'a dit, ça m'a touché beaucoup, il m'a dit, la liberté est la valeur la plus haute du peuple français. Et quel est votre sentiment pour ça, la liberté pour les Français? Les Français sont... Toute l'histoire de France est jalonnée par le mot liberté. C'est un peuple qui a fait de la liberté le premier mot de sa devise. Mais surtout, c'est un peuple de la liberté intérieure. On l'oublie trop. C'est un peuple de la liberté de parler, de la liberté d'écrire, de la liberté de vivre. Et jamais les pouvoirs qui ont voulu mettre des menottes à cette liberté s'en sont bien sortis sur le plan historique. Jamais. L'amour de la liberté est consubstantiel à l'amour de la France. Et s'il n'y avait plus de combat pour la liberté, cela veut dire qu'on aurait perdu l'identité de la France. Merci beaucoup, Gilbert. Merci à vous. Bonne journée et merci.